Donc, merci beaucoup. Merci au comité organisateur pour m'avoir donné la chance là, de venir vous parler de certains des travaux qu'on mène actuellement dans notre laboratoire TED. Donc, aujourd'hui, là, juste, il y a une petite différence par rapport au titre que vous avez sur vos programmes. J'ai ajouté la précision d'imagerie d'ultra haute résolution spatiale. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Donc, c'est un projet en collaboration, en partenariat avec l'entreprise Dolbeck et aussi avec une collaboration rapprochée avec la direction régionale du MAPAC de la capitale nationale. Donc, il s'agit essentiellement des résultats de travaux là, de mon étudiant Dominique Thériault. Il est ici dans la salle là-bas. Donc, puis aidé par certains membres de notre équipe de laboratoire, Rachid, Jimmy, Hachem, je pense Hachem est là aussi. Donc, merci. Donc, on va passer par l'introduction. Donc là, vous connaissez tous la bébite patate, comme on dit, le dorifort de la pomme de terre. Ça cause des dommages considérables à l'échelle mondiale, sous forme de perte de rendement. Et pour contrôler ce ravageur, on est appelé à faire plusieurs applications d'insecticides chimiques, ce qui à occasion des risques, comme vous le savez, sur la santé humaine, de l'environnement, en plus des coûts considérables, importants pour des intrants. Donc, rapidement, je vous rappelle, donc l'insecte va émerger au printemps, surtout vers les bordures des champs. Les adultes, là, ils mesurent à peu près, disons, 1 centimètre par 1,5. Elle est très prolifique, la femelle du dorifort. Et les larves ils peuvent consommer jusqu'à 40 cm² de matière végétative. Et ils sont plus voraces que l'adulte. Et le stade le plus, disons, vulnérable phénologique de la pomme de terre, c'est le stade de la première floraison. Donc, la problématique, car actuellement, donc, pour pouvoir, avant de traiter, on doit s'assurer de l'existence, l'intensité, la densité de l'attaque ou de l'infestation. Donc, on fait un dépistage, disons, à pied manuel. Il faut parcourir des longues distances les bordures des champs pour identifier l'existence. C'est un travail répétitif, fastidieux et qui mobilise des ressources humaines. On va le voir lorsque c'est des travaux répétitifs, des travaux fastidieux. Je le fais dans d'autres présentations lorsque je parle d'utilisation de drones. C'est un cas typique pour l'utilisation je m'éloigne un petit peu de l'utilisation des robots. Donc, en anglais, on appelle ça la règle des 4D, dirty, dangerous, dull and dummy. Donc, lorsqu'on a une ou plusieurs de ces états, donc on doit utiliser, on suggère, disons, la condition type pour utiliser des robots. Parce que les drones aussi, c'est des robots qui volent. Donc, on se base, comme on dit, on continue sur des échantillonnages aléatoires. Et ça, vous le savez tous, les foyers d'infestation ne sont pas répartis aussi uniformément dans le champ. Donc, on risque de rater des sites d'infestation. L'utilisation, donc on n'est pas les premiers, d'utilisation des drones et d'imagerie embarquée sur drones pour détecter les dorifores. Il y a certaines études qui ont été testées, mais l'étude qu'on a recensée dans la littérature se base tous sur la détection des dommages, pas l'identification du ravageur lui-même ou de l'insecte, mais plutôt du dommage infligé donc, au feuillage et à la structure du couvert. Donc, mais des fois, ces symptômes ne sont pas forcément liés à la présence. Ça peut être d'autres maladies, d'autres infestations qui ne sont pas liées au dorifort. Et lorsqu'on est capable de détecter ces dommages, souvent il est trop tard. Donc,
il faudrait trouver un moyen qui identifie l'insecte lui-même, ce qui remplacerait, disons, le dépistage manuel. Donc, en parallèle, il y avait des travaux aussi, ça c'est l'utilisation d'imagerie, mais aussi au niveau proximal, c'est-à-dire on prend des caméras rapprochées, soit sur les plans, soit sur des, comment on appelle ça, des pièges avec adhésifs pour identifier identifier les insectes. Et vous voyez sur les images ici, on est capable de même, avec des techniques d'imagerie par ordinateur, on est capable d'identifier et dénombrer les insectes. Donc, l'idée, c'est combiner les deux approches. Donc, notre objectif, c'est développer une méthode de dépistage automatisée, rapide, efficace des dorifores en utilisant comme plateforme le drone et combiné avec la photographie couleur ordinaire, là, comme l'RGB, de très haute ou ultra haute résolution spatiale. Donc, les deux objectifs spécifiques, tout d'abord, déterminer les paramètres d'acquisition pour la caméra et aussi pour le drone. C'est-à-dire le drone, la vitesse, l'altitude, et ainsi de suite. Et le deuxième objectif, c'est développer une méthode de traitement d'image qui permet d'identifier les adultes, éventuellement les larves, et les dénombrer sur l'image. Donc, les retombées escomptées de telle approche, c'est que c'est évident, ça va guider l'utilisation des insecticides, donc c'est plus efficace, donc probablement ça ne va pas réduire, mais ça va être plus ciblé comme utilisation et il peut permettre de réduire les problèmes qui sont liés à la dépistage conventionnel, comme rater des infestations, ou en tout cas, ça c'est entre nous, comme on dit, là, des fois, je ne veux pas insulter personne, des pisteurs sont paresseux, puis parcourir des kilomètres, il va dire, ah, c'est ça que j'ai entendu parler, qu'ils vont déclarer qu'il y a des infestations au moment où il n'y a pas d'infestation. Avec tout le respect que je dois à tout le monde. Mais c'est ce que j'ai entendu parler. Donc, au niveau environnemental, c'est sûr, en mieux ciblant l'utilisation des insecticides, donc on va appuyer, comment on appelle ça, les objectifs de la stratégie phytosanitaire québécoise qui est là 2011 à 2021. Donc, comment on fait ça? Donc, on utilise un drone. Nous, on a un drone Hydra 12. Il y a 12 moteurs qui est capable de lever 12 kg. Mais finalement, dans l'application opérationnelle, c'est sûr que ça, c'est trop gros pour l'utilisation, pour cette application. Parce que la charge utile, elle n'est pas trop... probablement, la caméra qu'on utilise ici, c'est une caméra Sony. C'est autour de 600 grammes. Donc, des drones de moyenne gamme sont capables de lever ce type d'équipement. C'est un capteur qui a 24 millions de mégapixels. Ça fait des images de 6000 par 4000. Il a, au niveau l'ISO automatique, c'est entre 1000 et une valeur de 25 600. Et puis une vitesse d'obturation maximale, 1 sur 4000 secondes, donc un 4 millième de seconde. Et une focale, on a utilisé une focale de 50 mm. Les essais, on les a fait sur un des champs de notre partenaire dans la région de Sainte-Anne de la Pérade. Donc, on a en rouge et en jaune, ici sur le champ, les endroits où on a fait un dépistage manuel pour se caler et se valider sur le terrain. Donc, voilà une vue là, un petit peu en altitude des champs. Et ça vous donne une idée sur l'état de développement de la culture. Donc, on a procédé, comme on dit, parallèlement à l'acquisition des images, un dépistage manuel. On a pris des sites, on les a colisés, on a fait le décomptage, là, comme la procédure appliquée par les dépisteurs sur le terrain.
Donc, c'est des parcelles en rotation de culture qui étaient très infestées. Vous voyez là sur l'image à droite, on voit les doryphores là, qui sont visibles sur les feuilles. Donc, on a deux sorties. On a fait une le 19 juillet de cet été, puis l'été dernier, une le 30 juillet. Donc, dans la première, on a fait il y a 4 sites qui ont été dépistés manuellement. On a fait des tests de vitesse du drone. Vous comprendrez que l'acquisition de l'image et la netteté de l'image est reliée à la vitesse avec laquelle le drone avance. Si trop rapide par rapport à la vitesse d'obturation, les images vont être floues. On ne serait pas capable de distinguer les insectes dans l'image. Donc, c'est un compromis. Il faut adapter. Disons, un compromis entre la vitesse de progression, l'altitude aussi, là, pour avoir une résolution. Dans ce cas-là, on a une altitude de 15 mètres, avec on arrive, le pixel, c'est 1,17 mm. Donc, on a plusieurs pixels pour chaque insecte. Et on a aussi fait des tests sur l'ISO, les vitesses d'obturation et l'ouverture. Donc, on a trouvé qu'il est possible de voler avec une vitesse de 4 mètres par seconde. Ça, c'est à peu près une quinzaine de kilomètres par heure. Et avoir des images nettes qui sont exploitables. Au-delà, les images deviennent floues. On ne peut pas les exploiter pour distinguer les insectes. Dans des conditions, c'est sûr que ça dépend aussi des conditions d'exposition et d'éclairage. On a travaillé au milieu de la journée pour optimiser la détection. Parce que si on travaille où il n'y a pas assez de lumière, donc si ça se ressent dans la qualité de l'image. La sortie du 30 juillet, on a pris plus de sites. Il y a des sites qui ont été manuellement, donc on a décompté. D'autres sites, on a pris des photos avec des cellulaires, puis en retour, on a identifié sur l'image manuellement les insectes. Donc c'est plus ça qu'on appelle photographie rapprochée. On a fait des vols aussi à 3 mètres secondes avec une altitude de 15 mètres. Et on a testé aussi les paramètres, on a changé les paramètres de la caméra. Donc, le protocole expérimental d'acquisition de données, donc on synchronise l'heure de la caméra avec le GPS, on règle le focus pour faire la mise au point selon l'altitude sur laquelle on vole, pour avoir la profondeur de champ exactement au niveau de la végétation. Donc, on règle la vitesse d'obturation, l'ISO, puis l'exposition. Après ça, ça c'est la caméra. Pour le drone, vous voyez à gauche, en bas, c'est l'image du plan de vol. Donc, on a un vol à 15 mètres d'altitude pour assurer une résolution de 1,2 mm. Il y a un recouvrement latéral, à peu près pour ne pas rater pour ne pas avoir des trous, d'à peu près de 20%. Donc, on ne fait pas de mosaïque avec... c'est-à-dire, on va pas, parce que si on fait mosaïque, on aurait besoin de plus de recouvrement. Mais pour ce cas-là, nous, on ne fait pas, on traite l'image image par image. Donc, on a fait le minimum, c'est 20%. Et puis, on a procédé à l'acquisition. Le décalage et l'atterrissage sont manuels. Mais toute la prise d'image c'est fait automatiquement avec le système de pilotage du drone. Donc, un exemple de l'image, c'est une image, elle fait 7 mètres par 4 mètres à peu près, et elle a l'air de ça, donc l'image de droite. Donc, la procédure de détection, donc on procède tout d'abord pour une détection préliminaire. Donc, on va enlever le sol, on va détecter le couvert végétal, et surtout détecter disons, des taches qui ont une couleur, la forme, qui ressemblent à qu'on pense qu'être des doryphores. Par la suite, ces objets qui sont détectés, qui sont des objets potentiels doryphores, on les classe en utilisant des systèmes on appelle ça d'intelligence artificielle ou avec les classificateurs d'apprentissage profond, puis on va lui montrer, on va voir comment ça marche. Donc, c'est juste ici un exemple. On va voir comment ça marche tantôt, mais pour la détection préliminaire, on fait aussi une égalisation d'histogrammes d'une image à une autre, des fois parce que les conditions d'éclairement changent, pour qu'on puisse
avoir les images dans les mêmes, disons, niveaux de grille. Là, on fait qu'on appelle ça une égalisation d'histogramme. Puis on procède par l'extraction de la végétation en se basant sur des indices de verdure, puis on détecte les zones potentielles avec des seuillages sur des images de teinte, saturation et j'oublie HSV. Là. Donc au lieu de RGB, on passe à un autre système de couleurs. Pour la détection et l'apprentissage du profond, du réseau de neurones, on a un jeu d'imagettes dans lesquelles on sait qu'il y a des doryphores, et aussi on présente un système de petites imagettes il y a pas. Il y a par exemple des fausses taches, mais ce n'est pas des doryphores. Et tout ça c'est fait d'une façon manuelle, c'est des imagettes de 32 pixels par 32 pixels. Donc, on donne ça au système, puis on se garde une partie pour l'apprentissage et une partie pour la validation. Rapidement, c'est quoi les systèmes qu'on utilise? On parle d'apprentissage profond. C'est des réseaux de neurones, comme vous voyez, je ne sais pas. Donc, complètement au jaune, à droite, ça c'est ceux qui sont familiers avec les réseaux de neurones, les couches de neurones sont à droite. Mais auparavant, on utilise, donc on fait des convolutions, on va réduire la dimension des images et on va développer plusieurs filtres. Plus qu'on va dans la profondeur, plus qu'on est capable de détecter des objets complexes. Donc la profondeur on appelle le réseau, elle va établir sa capacité à détecter des éléments complexes dans une image. Souvent, là, c'est des architectures très lourdes, et souvent, on utilise des architectures qui sont déjà développées et pré-entraînées. Et nous, on va les entraîner, on va les modifier avec nos jeux, puis vous allez voir les résultats qu'on obtient. Donc, c'est ça, on arrive au résultat. Juste pour dire que la question le réglage aussi pour la profondeur de champ, vous voyez ici, donc, à gauche, la profondeur de champ elle n'est pas adéquate, l'autre côté, l'image est nette. Donc, un exemple ici des résultats, on a un site. Vous voyez ici donc, la légende à gauche, là, lorsque tous les points qui sont correctement prédits, ils sont en vert. Ceux qu'on a ratés, omission en jaune, et ceux qu'on a ajoutés, parce que des fois le système il confond une tâche, disons jaunâtre, tout ça, pour un doryphore. Donc il faut les comptabiliser. Et la précision de détection, ou la capacité de détection d'un système, elle est calculée combien, tout d'abord, combien correctement. C'est quoi aussi l'omission, c'est-à-dire qu'il manque, et c'est quoi la sous-estimation aussi, la surestimation, combien on rajoute. Est-ce qu'il en rajoute de faux doryphores? Donc vous voyez, c'est la précision globale, elle est plus que 90%. Et par exemple, l'omission, c'est-à-dire il manque à peu près, on a ici 17%, 83%, donc le succès. Et il y a un 17% aussi qui est ajouté, donc des faux doryphores qui sont ajoutés. Ça, c'est ça revient, en tout cas, ça reste que les performances sont très satisfaisantes, mais il y a des choses à améliorer. Donc ça, c'est lorsqu'on fait un zoom, pour vous dire que c'est vraiment là, comment et vraiment ils sont clairement identifiés. Donc le vert bien identifié et le jaune, c'est qu'on a raté. Donc un autre exemple ici, c'est notre site. Donc on fait le zoom. C'est ça que ça donne. Donc, dans cette imagette-là, il n'y a pas de doryphores ajoutés. Il y a ceux qu'on a, les jaunes qu'on a ratés, mais il n'y a pas de ceux qu'on a ajoutés. Donc le 30 juillet, on a la même chose. Vous avez le résultat. Donc, il y a un qui a été ici, qui est le rouge, qui a été déclaré faussement. Vous voyez, c'est une tache où, à travers, on perçoit le sol. Mais c'est sa forme, sa couleur, ça ressemble un petit peu à un doryphore. Donc, à notre site, un exemple ici, le 30 juillet, la même chose aussi. Donc, pour conclure, il laisse de la place pour les questions. Donc, on a démontré qu'il est possible d'acquérir des images à la résolution millimétrique avec une netteté
satisfaisantes pour qu'on puisse faire le traitement à bord, embarqué sur un drone en déplacement. C'est un défi. Puis, on a proposé une méthode qui est basée sur l'intelligence artificielle qui permet d'identifier avec une précision assez satisfaisante. C'est sûr, le protocole est fiable et transférable, mais il reste quand même des améliorations. Le protocole encore est sensible aux conditions d'illumination. Donc c'est sûr qu'on peut dire, voilà, ça marche, mais il faut qu'il y ait des conditions d'ensoleillement. On ne va pas l'utiliser tôt le matin ou le soir, donc au fin d'après-midi. Il faut utiliser par exemple mi-journée ou à conditions avec ciel clair. Donc certaines larves, il y a des difficultés avec ça. Et le plus grand défi aussi, c'est le temps de traitement des images. Une image de 6000 par 4000, ça prend 1 minute par image. Et là, on a par exemple, on pense, si on a 700 images dans un vol, ça fait beaucoup de minutes. Donc l'objectif, c'est de descendre à 1 à 2 secondes par image pour pouvoir faire le traitement. Vous avez vu, je vous rappelle, on va alléger l'architecture du réseau de neurones parce que déjà, il y a des structures qui sont inutiles, parce que là, on a des milliers de neurones et qui alourdit le traitement, donc on est en train d'optimiser l'architecture, comme je dis, du réseau de neurones. Donc, ce qui reste, c'est automatiser aussi, après les améliorations, automatiser le géoréférencement des images pour produire des cartes d'infestation. Idéalement, ce qu'on veut, c'est qu'on envoie le drone, on récupère l'image rapidement, on fait le traitement, et dans les 30-40 minutes, on a une carte d'infestation. Avec ça, on peut décider est-ce qu'on traite ou non, on attend. Si on traite, on sait où aller, même on peut aller cibler le traitement. Donc là, on va travailler ça sur aussi le transfert et la formation des équipes de notre partenaire. Je tiens à remercier le MITAX et notre partenaire industriel pour le financement et toute l'aide du MAPAC et surtout le soutien technique, logistique, M. Daniel Bergeron, Philippe et Mme Juliette Lévesque. Et merci si vous avez des questions.